Tu vois comment ils vont chercher des gens médiocres pour les représenter, c'est incroyable. Ils ont tellement de temps pour choisir quelqu'un pour affronter Lula, et ils choisissent. Flavio Bolsonaro, comment expliques-tu ces gens? Ils ont de l'argent, ils ont du temps. Ces gens-là ont de l'argent, ils ont tout, n'est-ce pas? Bon, ils ont 4 ans pour choisir quelqu'un. D'ailleurs, depuis 2022, ils ont du temps. Ça fait 24 ans qu'ils essaient de trouver quelqu'un contre Lula. Ils n'arrivent pas à trouver une personne contre Lula. Et maintenant, c'est Flavio. Bon, il y a déjà eu Alckmin, d'accord? Fernando Henrique, d'accord? Il y a déjà eu Serra. Maintenant, regarde la débâcle, hein? Regarde où ils en sont arrivés, hein? C'est défendre un gamin, là, perdu, qui n'a fait que des bêtises toute sa vie. Il s'est toujours mis dans des ennuis. Jamais, jamais il ne s'est consacré à rien de sérieux. Ouais, il a géré le bureau. La seule chose qu'il ait gérée, à son propre profit. C'est ce type-là qu'on va mettre au poste le plus important du pays. C'est incroyable ce manque de... Maintenant, je pense que c'est carrément un manque de bon sens, non? Maintenant, ce n'est même plus un manque de bon sens. Et São Paulo, ce n'est pas comme ça. São Paulo a un grand gestionnaire, c'est ça. Il a créé cette image, n'est-ce pas? Le gouverneur est un grand gestionnaire. C'est un homme qui ne vient même pas de là pour parler ce langage. Il ne vient même pas des communistes, n'est-ce pas? Il ne vient pas de là-bas. Mais c'est un gestionnaire. C'est un gars qui sait, n'est-ce pas? Écoutez, je regrette de dire que nous trompons la population. Pas avec celle-là, je le regrette de le dire. Parce que quand j'ai quitté le ministère des Finances pour venir ici, je ne m'étais pas penché sur les chiffres. En 90 jours, j'ai fait une radiographie de l'État que la presse n'a pas faite en 3 jours. À ce moment-là, il y a quelque temps, tu ne pensais pas à te présenter comme gouverneur. Chico, le poste au ministère des Finances est très prenant. On n'a pas le temps de penser à quoi que ce soit, n'est-ce pas? Non, il n'y en a pas. Je l'ai dit. N'est-ce pas? C'est 5 lions par jour. Je ne plaisante pas. Et ça arrivait sur mon bureau, 5 problèmes par jour. C'est une loi, c'est un projet explosif au Congrès. C'est un jugement au STJ, à la Cour suprême. Lula a demandé de résoudre ce problème. C'est ainsi. Discussion difficile avec les gens de Faria Lima. Le bran du Congrès. Combien de fois je suis allé aux résidences officielles des présidents de la Chambre et du Sénat? Combien de réunions et de parlementaires reçus? Nous avons approuvé près de 80 projets de loi, 2 amendements constitutionnels. C'est un poste très prenant, mais pas le pire emploi du monde selon moi. C'est le meilleur. Ce que vous apprenez là en 3 ans, vous ne l'apprendrez pas en 5 doctorats. Vous n'apprendrez pas. Parce que c'est la vie au quotidien là-bas. Là, ça pulse. Le pays vibre toute la journée. C'est l'agro, c'est l'industrie, c'est le secteur. Putain, c'est vraiment énorme. As-tu déjà pensé, au ministère des Finances, que la situation devenait presque impossible? Non, tu vois, ce qui me dérangeait parfois, c'était plutôt les choses internes au gouvernement, tu sais? Un truc comme ça. Mais tu sais, je ne me suis jamais vraiment inquiété. J'ai toujours eu confiance que le Congrès allait nous soutenir, que le marché finirait par céder et que les choses avanceraient, tu vois? Et elles ont avancé, tu comprends? Oui, il y a eu beaucoup de réalisations. Et le temps va le montrer de plus en plus, à mon avis. De plus en plus, le bilan qui a été fait de ma gestion par des tiers, ce qui a été publié, est déjà un bilan positif. Mais je pense que ça deviendra encore plus positif avec le temps. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. Après tout ce qui a été fait, tu prends l'agro. Comment l'agro peut-il se plaindre de 3 récoltes records consécutives réalisées par le ministère des Finances? Donc, Tarcísio a une réputation due au manque de contrôle. Il n'y a pas eu de contrôle sur son gouvernement. Si on regarde comment la Sabesp a été privatisée, ce serait déjà un scandale. Ensuite, son passage au ministère des Transports, Renan Filho, qui était le ministre de Lula, a fait 3 fois plus que lui. Et la réponse, c'est non. Mais lui aussi a fait d'autres concessions ferroviaires qui ont dû être refaites à la demande du Cour des comptes de l'Union. Ensuite, tu regardes ces free flow, la manière dont ça a été mis en place. Ces péages automatiques. Ensuite, tu regardes l'école publique d'État. Demande, fais venir une enseignante ici pour te raconter ce qui se passe dans l'école publique de l'État, n'est-ce pas? Ensuite, tu regardes la sécurité. Alors, je veux dire, où vas-tu aller? Regarde. Tu veux associer éducation et sécurité? N'est-ce pas? L'idée qui reste dans la tête de beaucoup, c'est l'école civique militaire. Non. Il place l'armée dans l'école. Où cela a-t-il déjà fonctionné? Prenez un exemple dans le monde où cela a fonctionné. Quand on est à la traîne, on observe ceux qui réussissent, non? Tu te dis, je vais apprendre le basket. Tu te dis, je l'ai envoyé pour apprendre. Alors, avec qui est-ce qu'il apprend ça?
Avec qui? D'où vient cette idée? De la tête de quel pédagogue, philosophe, penseur, éducateur? Pense à qui tu veux. D'où ça vient, ça? Ça, c'est de la tête de Bolsonaro, probablement l'homme qui déséduque le plus au monde. C'est incompréhensible. D'où ça vient et comment on en arrive, comme ça, à cette idée? Faisons une école civique et militaire. Je comprends un père et une mère qui se disent « Bon, c'est une initiative, qui sait, ça pourrait marcher ». Mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'éditorial dans les journaux pour critiquer ce qui se passe? Il n'y a pas d'éditorial dans les journaux sur les finances de São Paulo. Maintenant, Comment faire? aucun journal ne publie d'éditorial sur les contrats passés par Tarcísio. Il a annulé un programme appelé Murala Paulista, qui était le chouchou de la sécurité publique. Il a annulé tout le programme à cause d'une dénonciation d'un député régional brésilien. Quel était le programme? Ça s'appelait Murala Paulista. Tout a été annulé. Il était tellement mal conçu. Tout a été fait sans appel d'offres, à la Prodesp. Un vrai chaos. Tout a été annulé. Il n'y a plus rien. Comment transmettre cela, cette clarté sur ces problèmes, à cette grande population de l'État de São Paulo? Je participe à beaucoup d'entretiens. Mes réseaux sociaux sont très actifs, parce que c'est ce que j'ai de disponible en ce moment. Et le dialogue rapproché avec les dirigeants? Mais la direction le sait déjà. Les gens sont très indignés. Non, Je parle des dirigeants non politiques, je parle des dirigeants, même les plus riches de l'intérieur. Des gars de Faria Lima. Comment on fait? Alors, alors il y a deux étapes, n'est-ce pas? La première, c'est les gens du secteur agricole. La première chose, c'est que le gars s'ouvre aux faits. La personne n'écoute pas toujours. Non, tu vas dire, je ne te crois pas. Vérifie l'information. Tu n'es pas obligé de me croire. Tout est accessible. Mais cherche l'information. La deuxième, c'est de faire en sorte que la personne cherche une alternative. Ce sont deux moments différents. La déception envers le gouvernement est déjà en cours. Et la décision de chercher une alternative. Ce qui, dans le cas d'un candidat du PT, est une bataille à gagner. c'est du préjugé. Qu'il y a des préjugés dans les villes de l'intérieur, il y a des préjugés dans les villes de l'intérieur, il n'y a pas de préjugés dans la région métropolitaine contre le PT, Martha a déjà été élu, Dino a déjà été élu, il a déjà été élu. J'ai gagné l'élection dans la région métropolitaine en 2022, donc il n'y en a pas. Oui, c'est étrange à comprendre. Et à São Paulo, comment ça se passe? C'est la région métropolitaine, pas seulement la capitale, je ne me souviens plus. Comment la capitale a-t-elle élu, par exemple, à un certain moment, une femme du nord-est du PT, Luisa Erundina, que nous avons interviewée ici? J'ai demandé comment cela a-t-il été fait? Quelle ingénierie a permis à la population de la ville de São Paulo de comprendre que cette femme pouvait être une solution? La capitale n'a pas voté pour le PT les autres fois. Pourquoi la mentalité de la capitale est-elle si forte ici, mais se propage moins fortement à l'intérieur? Écoute, il y a toutes sortes d'explications, n'est-ce pas? Dans les grandes agglomérations urbaines, d'abord, l'information circule beaucoup plus. Il est plus difficile de contenir l'information, n'est-ce pas? Elle circule beaucoup plus. Oui, deuxièmement, c'est normal partout dans le monde. Imagine, prenez New York. Ils ont élu un musulman socialiste et il dirige la ville, donc tout va bien alors. Et tout ça, c'est quelque chose que tu dirais être courant, n'est-ce pas, aux États-Unis. À New York, ça arrive, n'est-ce pas? Donc New York donne, n'est-ce pas, un vote de confiance à une personne authentique, qui a ses valeurs, qui a ses principes, et qui a reçu un mandat de maire démonstratif. Et il n'avait certainement pas le soutien, n'est-ce pas, des big tech, des grands groupes du numérique. Il a affronté tout le monde et il a gagné. Donc, dans ces grands centres urbains, ces phénomènes d'éveil à la nouveauté sont plus courants dans le monde. Ce n'est pas seulement ici, au Brésil, dans le monde entier. Cela arrive très fréquemment. Et parfois, l'information arrive, et là, il y a toutes les couches intermédiaires qui fonctionnent mieux. Les filtres fonctionnent mieux à petite échelle qu'à grande échelle. Personne n'a le contrôle sur la vie de quelqu'un d'autre. Tu comprends? C'est pour ça que les gens affluent, n'est-ce pas, vers les grandes métropoles, souvent à la recherche de plus de liberté. N'est-ce pas parce qu'elles se sentent plus anonymes, plus libres de penser, de faire, de profiter à leur manière. Elles voient plus de possibilités de se développer. Plus de chemin et d'interaction, n'est-ce pas? Mais enfin, aujourd'hui, je vais donner un exemple. J'ai créé l'Institut fédéral de São Paulo, n'est-ce pas? Cet institut compte aujourd'hui 42 unités en fonctionnement dans l'État. Nous terminerons l'année avec 57 unités en fonctionnement.
Nous évoquons une communauté de 100 000 personnes, presque toutes situées dans le pays, tout en province. Donc, il y a beaucoup de nouveaux vents qui arrivent, n'est-ce pas, en province, et ils changent aussi peu à peu le climat. Ils vont briser les résistances. Donc, c'est une activité politique, c'est ça, n'est-ce pas? C'est vous qui brisez les résistances et montrez qu'il existe des alternatives qui ne mettent pas en danger ce que vous avez de plus précieux dans la vie. Elles ne mettent pas en danger. Au contraire, de nouvelles possibilités concrètes s'ouvrent qui élargissent votre horizon. Elles ne vont rien diminuer de ce que vous avez. Au contraire, elles vont élargir vos horizons de développement. Et quelle est l'importance de São Paulo dans cette transformation du Brésil? Chico, São Paulo est en retard depuis un moment. L'État de São Paulo a connu une croissance d'environ 0,5 l'année dernière contre 2,3 pour le Brésil, ce que je trouvais déjà peu. Et le Nord-Est? Le Nord-Est connaît une croissance plus forte, n'est-ce pas? Oui, que la moyenne nationale. Donc, ce que je veux dire, c'est ceci. São Paulo cesse d'être la vitrine des politiques publiques. Nous cessons d'être la vitrine, n'est-ce pas? Nous avons eu ici beaucoup de choses faites à São Paulo qui étaient une vitrine, parce qu'il y avait une innovation, et parfois même le PSDB, contre qui nous étions dans l'opposition, nous reconnaissions, n'est-ce pas, des mérites. Prenez l'exemple du service Poupatempo. C'était quelque chose qui a été valorisé comme une innovation institutionnelle. Tu prends le CEU de la gestion de Marta, non? J'ai fait partie de l'équipe qui a structuré le programme des CEU à São Paulo. Le ticket unique a aussi été créé sous la gestion de Marta. Plusieurs choses ont été faites, n'est-ce pas? Oui, lors de gestion qui innovait. Aujourd'hui, tu dis, quelle est la vitrine de São Paulo? Dans quoi innovons-nous? Alors tu vois Ceará, Piauí, tu vois Pernambuco, tu vois Santa Catarina qui est un État gouverné par la droite, mais tu vois de l'innovation. Ici, les innovations jouent contre l'État, n'est-ce pas? Ce sont des choses où tu te dis, nous prenons la mauvaise direction. Donc il est très évident que nous perdons de l'élan ici à São Paulo, très clairement. Quand São Paulo perd de l'élan, cela freine aussi l'avancée du Brésil. Bien sûr, car 30% du PIB national est à São Paulo. Nous avons 20, 21, je ne sais plus combien. 22 combien? 22 de la population à peu près peut-être. 23% de la population brésilienne et 30% du PIB. Donc, c'est presque un tiers du PIB brésilien qui est ici. Ça a déjà été plus, ça a déjà été 50%, ça a déjà été 40%. Aujourd'hui, c'est 30, c'est 33, parce que les autres régions aussi sont en train de croître, n'est-ce pas? Mais nous perdons de l'élan, nous perdons de l'attraction, de l'éducation. Nous avons instauré un programme fédéral pour restituer les téléphones volés, le gouverneur n'ayant pas su le faire.